Au moment où les forces nord-coréennes tentèrent précipitamment de déployer des troupes de garde, un message radio est arrivé sur la radio de l'armée chinoise. Il s'agissait d'un ordre de traverser la rivière. La Chine venait d'envahir la Corée du Nord. Pour certains, c'était le début de la meilleure époque, pour d'autres, de la pire. À cette époque, l'exploration évoquait le romantisme pour certains, la barbarie de l'invasion pour d'autres. Malheureusement, cette époque est aujourd'hui vue comme une période moins belle pour notre peuple. Ce lieu n'est pas une zone de conflit au Moyen-Orient. C'est Sinuiju, en Corée du Nord. Ici, les coups de feu se faisaient entendre en continu. La Chine préparait depuis longtemps son intervention en cas de crise soudaine en Corée du Nord. Ils ont investi plus de 2000 milliards de won dans les routes et réorganisé leur armée pour intervenir en Corée du Nord. Actuellement, on entend des coups de feu intenses. Et l'armée chinoise qui tire ses coups de feu est la 191e brigade composite du 79e groupe d'armée du gouvernement du Nord. La Chine a réorganisé son armée dès 2017. Comme les brigades combattimes américains, la Chine utilise un système de brigades tactiques, appelé brigades composites. Elles sont divisées en brigades moyennes et légères. Elles se composent de 4 bataillons de combat, ainsi que d'un bataillon de reconnaissance, un bataillon d'artillerie, un bataillon de défense aérienne, un bataillon de soutien opérationnel et un bataillon de soutien logistique. Chaque bataillon de combat comprend 4 compagnies de combat, une d'artillerie, une de soutien, une de défense aérienne et une de reconnaissance, soit 8 compagnies au total. La brigade composite moyenne, dite lourde, comprend des bataillons mêlant chars et infanterie mécanisée. Chaque bataillon compte 14 chars et véhicules d'infanterie, une compagnie d'artillerie et une de soutien. En résumé, la brigade composite moyenne possède 112 chars, 112 véhicules de combat d'infanterie, 27 canons automoteurs de 155 mm, 6 lance-roquettes multiples automoteurs et 6 véhicules lance-missiles anti-chars. C'est presque la même structure que la brigade blindée de combat américaine. La brigade composite moyenne, utilisant le caractère milieu, n'a pas de compagnie de chars et comprend 4 bataillons d'infanterie mécanisés équipés de véhicules blindés à roues, type 08. Et dans le cas de la brigade composite légère, elle est composée de 4 bataillons motorisés, utilisant des camions à haute mobilité de 3 ou 5 tonnes, camions tactiques, 181 ou des véhicules à haute mobilité CSK 181. Ici, la brigade composite impliquée à Sinuiju est une brigade composite légère, et celle qui est stationnée à Dandong. La raison pour laquelle la Chine a envoyé la 191e brigade composite en première ligne, et que la brigade composite légère possède la mobilité la plus rapide. Ils voulaient en prendre Pyongyang vite et changer le régime nord-coréen au profit de la Chine. Le prétexte était de protéger les Chinois et leurs biens en Corée du Nord, et de préserver la lignée Baekdu. La lignée Baekdu en Corée du Nord désignait ici Kim Yo-jong, la sœur de Kim Jong-un, et non sa fille Kim Joo-ae. Kim Yo-jong a sollicité l'aide de la Chine, qui a rapidement envoyé son armée. D'intenses tirs étaient échangés près du pont ferroviaire sur le Yalu. Dans le cas du pont ferroviaire sur le fleuve Yalu, il y a une voie ferrée d'un côté et une route à une seule voie de l'autre côté. Le 8e corps nord-coréen avait dressé des barricades sur cette route pour bloquer l'avancée chinoise. Avec moins de 3 cartouches Kansorpoch consommées par soldat par an, l'armée nord-coréenne était insuffisante face à l'armée chinoise, 2e ou 3e puissance mondiale. Ils n'ont réussi qu'à retarder l'avancée de 10 à 20 minutes. D'un autre côté, le manque de capacité de l'armée chinoise s'est également révélé durant ce processus. C'était un phénomène naturel, car ils n'avaient pas mené de véritable guerre depuis la guerre sino-vietnamienne. De plus, ils ne disposaient pas d'un système leur permettant de s'entraîner comme en situation de combat réel, comme c'est le cas aux États-Unis, en Corée du Sud ou en Israël. Le réseau de communication étant tombé en panne, ils n'ont pas pu coopérer et ont été dispersés puis attaqués séparément. L'armée chinoise et nord-coréenne multipliaient les erreurs. Rien à voir avec les opérations militaires fluides des films de guerre. Des barricades la bloquaient dans le pont ferroviaire du Yalu, et une compagnie chinoise de Hangai voulait passer. Un peloton du génie était en tête, en train de retirer les obstacles. Mais la compagnie chinoise n'a pas signalé à l'état-major supérieur les détails concernant la position et la taille des obstacles ennemis, ni d'autres informations sur l'armée nord-coréenne. Pourtant, la taille et la nature des obstacles auraient dû être immédiatement rapportées et coordonnées avec le commandement supérieur. La compagnie chinoise a subi de lourdes pertes à cause du tir direct nord-coréen, et le peloton du génie a dû se replier. À ce moment, le jeune soldat du 8e corps nord-coréen Kang Dae-hyok vit l'ennemi battre en retraite, avec dans ses yeux une brève certitude de victoire. L'idée que les ennemis battaient en retraite a traversé son esprit, et son cœur, qui battait à tout rompre, a semblé s'arrêter un instant. À côté, le jeune soldat Park Jun-woo restait confus, incapable de croire ce qu'il voyait. Il comprenait désormais qu'il s'agissait d'une véritable guerre contre la Chine, pas d'un simple conflit frontalier. Kang Dae-hyok voyait cela comme le dernier combat et voulait s'assurer que son camarade tiendrait jusqu'au bout.
Park Geun-woo a répondu sans hésiter, mais ces mots révélaient une tendresse pour sa mère restée au pays. Puis, cela arriva. Un bruit mécanique s'est fait entendre au-dessus d'eux. Le son des hélices se rapprochait. Les deux soldats ont levé la tête ensemble. Au-delà de leurs regards, de petites ombres sont apparues à plusieurs dizaines de mètres dans les airs. Ces drones sans pilote, très agiles, ont vite révélé aux deux soldats qu'ils n'étaient pas de simples équipements de reconnaissance. Quelques secondes plus tard, les drones ont plongé du ciel comme des boules de feu. À cet instant, une explosion assourdissante a retenti, projetant de la terre et des débris dans toutes les directions, et la vibration s'est propagée jusque dans le sol. Entre Kang Dae-hyuk et Park Geun-woo, du sang et de la poussière se sont mêlés dans l'air, et Park Geun-woo a rassemblé ses dernières forces pour crier le nom de son camarade. Le cri fut vite couvert par l'explosion. Après évaluation, l'armée chinoise a utilisé des véhicules et une section du génie pour écraser les forces nord-coréennes. Soutenue par l'infanterie, la section du génie a démantelé les barricades et pénétré en territoire nord-coréen. L'armée chinoise intervenait sérieusement, tandis que l'armée nord-coréenne persistait dans ses erreurs. L'armée nord-coréenne a essayé de se cacher derrière des buissons, mais sur une montagne nue, cela les a rendus très visibles. Parfois, une compagnie nord-coréenne entière était anéantie, ce qui était absurde. L'armée chinoise n'a pas seulement envoyé ses troupes à Sinuiju. Ils sont aussi intervenus près du fleuve Tumen. La 48e brigade de la 78e armée chinoise, basée à Tonghua, Jilin, a traversé le fleuve vers la province de Hamgyong du Nord. La situation ici était similaire à celle de Sinuiju. La ligne a été percée sans même qu'un véritable combat ait eu lieu. C'était littéralement une autoroute ouverte. Cela nous a permis d'entrevoir un peu la pensée de l'armée chinoise. En réalité, si la Chine avait vraiment voulu protéger les biens et la vie de ses ressortissants en Corée du Nord, elle n'aurait pas intervenu dans la situation nord-coréenne avec de telles forces militaires, mais aurait plutôt évacué ses citoyens par des moyens diplomatiques. Le déploiement prévu de 2 brigades chinoises en Corée du Nord sans hésitation révèle d'autres intentions de la Chine. La Chine cherchait à influencer la côte Est, près de Hamgyong. Elle voulait déplacer la 191e brigade de Sinuiju à Pyongyang pour contrôler le régime nord-coréen et a envoyé la 48e brigade à Hamgyong via le fleuve Tumen pour garder son influence sur la côte Est. Les 2 brigades composites motorisées étaient réputées pour leur grande mobilité, un atout majeur. À l'intérieur de la salle de réunion, où l'éclairage avait été tamisé, une immense carte numérique était projetée sur le mur. Sur cette carte, les points stratégiques de la péninsule coréenne et de l'Asie du Nord-Est étaient indiqués par des lumières vives. Là, toutes les figures clés du ministère de la Sécurité d'État chinois étaient réunies, regardant le centre de la carte. Directeur du Bureau des renseignements internationaux, Hua Chun-hao, désigna la mer de l'Est, révélant clairement ses intentions. La mer de l'Est n'était pas une simple étendue d'eau. L'avenir de la Chine est l'axe central de l'hégémonie en Asie. Si la Chine ne parvenait pas à contrôler ne serait-ce qu'une partie de la Corée du Nord, cette mer resterait à jamais une porte close pour la Chine. Mao Yimin, directeur de la sécurité Asie du Nord-Est au ministère de la Sécurité d'État, acquiesça. Son analyse était identique. Accéder au Pacifique nécessitait de franchir la défense antimissile de la marine américaine et alliée, la Corée du Nord en étant la clé. Chun-hao l'a appelé le roi de l'échiquier géopolitique. Si les États-Unis perdaient en ce coup, ils subiraient un revers irréversible en Asie. Si une voie s'ouvrait par la mer de l'Est, les sous-marins chinois pourraient atteindre le cœur du Pacifique. Ils pourraient ainsi viser la 7e flotte américaine Hawaï, et même le continent américain depuis cet endroit. Mao Yimin a exprimé ses inquiétudes en traçant la frontière entre la Corée du Nord et du Sud sur la carte. Si la Corée du Sud occupait la Corée du Nord, les forces américaines atteindraient bientôt la frontière chinoise. Leurs regards se tourneraient vers Dandong et le fleuve Yalu, et il est fort probable que la frontière chinoise ne soit plus une zone de sécurité, mais devienne une base militaire avancée des États-Unis. Hua Chun-hao a accepté cet argument. Cette intervention visait plus qu'à conquérir un territoire. C'était une étape clé pour garder une zone tampon et donner l'avantage à la Chine dans la guerre par procuration contre les États-Unis. Au minimum, sans contrôler la côte Est et certaines zones frontalières, la sécurité de la Chine ne pouvait pas être garantie. Mao Yimin a de nouveau souligné l'importance de la zone tampon. La Corée du Nord servait de zone tampon pour éviter un affrontement direct avec les États-Unis en Corée du Sud et renforcer le pouvoir de négociation lors des tensions dans la péninsule. L'atmosphère dans la salle de réunion devenait de plus en plus lourde. Hua Chun-hao a tiré ses conclusions. C'était une étape clé pour réduire l'influence américaine en Asie et renforcer l'hégémonie chinoise. Avec les États-Unis focalisés sur Taïwan, il fallait profiter de ce moment pour déstabiliser leur équilibre stratégique via la Corée du Nord. Mao Yimin est allé encore plus loin. La côte est de la Corée du Nord et la province de Hamgyong pouvaient devenir des points stratégiques clés pour renforcer la puissance navale chinoise. Construire une base militaire aiderait à contenir le Japon et à affaiblir la stratégie américaine dans le Pacifique.
Ce point stratégique permettait de contrer le blocus maritime des États-Unis et du Japon. Hua Chunhao a affirmé que la péninsule coréenne figurait désormais sur l'échiquier. Il faut sécuriser la côte est et des zones clés en gardant le reste en zone tampon. Il n'était pas utile d'englober toute la Corée du Nord. Seules les zones nécessaires devaient être gérées efficacement. Mao Hee-min a résumé les objectifs. Sécuriser l'accès à la côte est et gérer la zone tampon frontalière. La Chine pensait ainsi pouvoir devenir la puissance dominante en Asie et écarter les États-Unis. À Pyongyang, la nouvelle a créé un choc. L'armée chinoise était intervenue de façon décisive dans le coup d'État. Fait intéressant. Pyongyang a reçu la nouvelle en retard, à cause du réseau de communication paralysé, ce qui a retardé son rétablissement. Ils avaient raté le moment clé. Dès le début, la Chine avait dit ne pas reconnaître le régime de Kim Jong-il. Cette intervention était la réponse concrète. Le général Guak Changsik du commandement de la garde était désemparé. C'était la première fois qu'il vivait une telle situation. Non, c'était la première fois pour tout le monde sur cette terre. Le général Guak Changsik a vu l'intervention chinoise comme un acte de guerre et ordonné d'arrêter les troupes chinoises. Il affirmait qu'il lancerait des missiles nucléaires, ou viserait Pékin, mais cela ne changeait rien pour l'armée chinoise. Actuellement, tous les ordinateurs, les communications et les équipements électroniques de la Corée du Nord étaient complètement hors service. Les soldats nord-coréens chargés d'arrêter l'armée chinoise avaient de gros problèmes, car leurs équipements de communication étaient défaillants. La Chine menait des cyberattaques contre la Corée du Nord depuis une semaine avant le déploiement de ses troupes. Grâce à cela, actuellement, presque toutes les forces asymétriques de l'armée nord-coréenne étaient inutilisables. Même les satellites que la Corée du Nord avait lancés étaient donc complètement neutralisés. La Chine a les meilleures capacités de piratage au monde. Dans les années 2020, ils ont piraté le ministère de la Défense japonais et volé ses secrets majeurs. La ressemblance des armes chinoises avec celles des États-Unis s'explique par l'efficacité du piratage chinois. La Corée du Nord ne pouvait que subir, même en s'opposant. Elle allait perdre. Dans cette situation, Jo Sa-jong-hak Seon continuait à rassembler lui-même les forces anti-Guak Changsik, y compris quelques-unes à Pyongyang. Le général Guak Changsik du commandement de la garde présidentielle a vivement critiqué l'intervention et le comportement de la Chine. Et il déclare même qu'il est prêt à aller jusqu'à la guerre contre la Chine. Le général Guak Changsik a ordonné au 8e corps de détruire le pont ferroviaire sur le Yalu dans le Pyongan du Nord, mais Sinuiju était déjà prise par les Chinois. Le général Guak Changsik a donné l'ordre au 12e corps situé dans la province de Jagang, en Corée du Nord, d'attaquer les troupes chinoises, autorisant ainsi l'offensive. Cependant, il s'est produit un phénomène où l'armée nord-coréenne hésitait à combattre les troupes chinoises. L'utilisation de la force militaire par la Chine contre la Corée du Nord était clairement un acte illégal. Bien que notre pays l'ignorait, c'était clairement une invasion d'un État souverain. L'armée nord-coréenne ne ressentait que de l'hostilité envers les envahisseurs. Le problème, c'est que Jo Jang-hak Seon, proche de Kim Yo-jong, non purgé par le général Guak Changsik, avait déjà mené des opérations dans l'armée. Le général Guak Changsik a créé une liste noire, la liste Guak Changsik, pour modeler l'armée selon ses souhaits. Le mécontentement envers le général Guak Changsik était à son comble. De plus, Kim Yo-jong étant intervenu pour les amadouer, attaquer l'armée chinoise était impossible. De plus, l'armée doutait également des compétences de Kim Ju, la fille de Kim Jong-un. Kim Ju-hae étant très jeune, il était clair que le général Guak Changsik contrôlerait tout, et ils ont pensé qu'il pourrait aussi mourir dans cette situation. Beaucoup de militaires préféraient d'en soutenir Kim Yo-jong, adulte, car ils doutaient que Kim Ju-hae puisse devenir une dirigeante à part entière. Ainsi, l'armée chinoise a avancé rapidement jusqu'à Pyongyang, quasiment sans résistance ni effusion de sang. Dans cette situation, les forces spéciales américaines et sud-coréennes ont commencé leur entraînement. Ils ont entamé des exercices, en supposant des conditions de combat réelles. Le but de leur entraînement était justement l'assassinat de Kim Yo-jong. Autrement dit, ils ont mené un exercice de décapitation. En réalité, on parle d'entraînement, mais c'était l'endroit où ils ont effectué une simulation juste avant d'accomplir leur mission. La 13e brigade des missions spéciales a quant à offert une scène digne d'un film, silencieuse, précise, comme une pointe aiguisée. L'intensité de l'entraînement était très élevée. Mais cela nous a aussi permis de voir à quel point leur puissance de combat pouvait être impressionnante. La brigade des missions spéciales et la Delta Force américaine mènent également des exercices aéroportés sur des sites d'entraînement voisins, en utilisant des avions de transport spéciaux comme le MC-130 et des hélicoptères de guerre spéciales MH-47 capables d'opérer dans des conditions météorologiques extrêmes. Désormais, grâce à l'introduction et à l'utilisation continue de ce type d'équipement, ils démontrèrent des compétences comparables à celles des forces spéciales américaines. Ils ont aussi poursuivi l'exploitation de moyens de renseignement et de reconnaissance avec l'aide des États-Unis. Ils visaient à s'infiltrer à Pyongyang pour éliminer des agents, des armes et des installations clés, préparant une lame acérée.
La Chine veut lancer le plan Pyongyari et contrôler Pyongyang avant la Corée du Sud, le plus vite possible. Après avoir mis en place un régime pro-chinois en Corée du Nord, ils voulaient manipuler le pays à leur guise. La 191e brigade composite chinoise est actuellement à Sinuiju. Les routes étaient loin d'être idéales, mais ils progressèrent vite vers Pyongyang. La 48e brigade composite ayant franchi le Tumen avançait aussi sans forte opposition. Ils visaient à quitter Yanbian, passer par Hwaryong, atteindre Pyongjin puis Wonsan. L'armée nord-coréenne regardait impuissante l'avancée chinoise. Craignant d'arriver après les Sud-Coréens à Pyongyang, l'armée chinoise a déployé des troupes aéroportées. Les troupes aéroportées chinoises ont été placées sous le commandement du gouvernement du Nord. Même la Corée du Nord le savait, puisqu'elle a de nombreux chars légers, avions et hélicoptères de transport. Des groupes de réflexion pensaient donc que la force aéroportée chinoise visait Taïwan, mais elle ciblait en fait la Corée du Nord. Ils servent aussi de force de réaction rapide. En 1988, lors d'une émeute pour l'indépendance au Tibet, ils sont arrivés en 48 heures et ont réprimé les manifestants. Leur base était pourtant à 3000 km du Tibet. La Chine a alors envisagé d'utiliser cette armée aéroportée, mais il était difficile pour elle de prendre Pyongyang seule. Même si la Corée du Nord avait une puissance militaire relativement faible, son système de défense aérienne était tout de même assez développé. Si l'armée aéroportée entrait sans aucun soutien, elle se ferait littéralement décimer. L'armée aéroportée serait larguée près de Nampo et Pyongyang quand la 191e brigade de la 79e armée atteindrait Pyongyang pour coordonner l'opération. 3 brigades aéroportées ont alors été déployées, la 127e, la 128e et la 130e. D'autres forces spéciales, dont les troupes d'assaut internes, ont aussi été déployées. L'opération chinoise se passait très bien. Pendant ce temps en Corée, on a été quelque peu déconcerté en voyant cette situation. On savait que l'armée chinoise agirait en cas de crise en Corée du Nord, mais on n'aurait jamais cru qu'elle interviendrait aussi vite. Cette situation résulte aussi de l'effondrement du renseignement sud-coréen sur le Nord, poussant toutes les agences à se focaliser sur la restauration de leur réseau en Corée du Nord. Les autres tâches étaient en secondaire. Même si des indices laissaient en penser que la Chine pourrait profiter d'une instabilité en Corée du Nord, cette question a toujours été reléguée au second plan. Ils ont réuni en urgence le Conseil d'État pour élaborer des mesures. Mais il était trop tard, comme réparer l'étable après la perte de la vache. Il fallait tout de même un plan d'action. Sinon, ils allaient encore perdre la vache. Le Sejong du Nord a repris contact et informé la Corée du Sud de son intention de profiter de la situation. La Corée du Sud a alors demandé d'essayer tout ce qui était possible avec Sejong. Le gouvernement de Lee Myung-han s'est retrouvé confronté à la plus grande crise. Le taux de soutien n'était pas très élevé, et la population était divisée en 2 opinions nationales qui s'affrontaient. Cependant, l'intervention de l'armée chinoise en Corée du Nord s'est avérée être une opportunité pour le gouvernement de Lee Myung-han. Il est vrai que le nombre de personnes pensant qu'il fallait absolument réaliser l'unification a nettement diminué par rapport à auparavant. Cela est dû aux coûts élevés de l'unification. Si l'unification devait avoir lieu, il est probable qu'elle se ferait sous la direction de la Corée du Sud. L'ensemble de ces charges financières incomberait au gouvernement sud-coréen, et la source de ces fonds proviendrait bien sûr des impôts. Il est généralement admis que les coûts de l'unification estimés par chaque institut de recherche seraient au minimum supérieurs à ceux engagés par l'Allemagne de l'Ouest, après la réunification des 2 Allemagnes. L'écart économique entre la Corée du Sud et du Nord est trop grand. Selon une étude de l'université Stanford aux États-Unis, le coût de la réunification des 2 Corées pourrait atteindre jusqu'à 5 850 000 milliards de wons. Le budget annuel sud-coréen est d'environ 650 000 milliards de wons, soit près de 9 fois moins que le coût de la réunification. Il va de soi que cela aurait forcément un impact négatif sur la vie des citoyens. C'est pourquoi beaucoup de gens s'opposent à la réunification. En modifiant la question, la réponse peut être totalement différente. Faut-il faire la réunification ? Mais demandez, à qui appartiendrait le territoire si la Corée du Nord s'effondre ? Donne une réponse très différente. La majorité refuse une réunification rapide et ne souhaite pas non plus céder la péninsule coréenne à la Chine. En Corée du Sud, 81% des habitants ont un sentiment anti-chinois, soit le taux le plus élevé au monde. Quand la Chine envahit la péninsule coréenne, que les Coréens estiment leur territoire, l'opinion publique s'est vivement enflammée. La Chine utilisait le groupe Wumao pour manipuler l'opinion publique, mais elle n'a pas pu surmonter l'opinion selon laquelle il fallait repousser la Chine. Le président Lee Myung-han a aussitôt saisi l'opportunité, faisant grimper peu à peu la popularité de son gouvernement. Dans cette situation, le gouvernement de la République de Corée poursuivait une réunion du Conseil des ministres qui engageait l'avenir de toute la nation coréenne. Comme la volonté du président Lee Myung-han était déjà ferme, cette réunion du Conseil des ministres aboutissait à la décision d'intervenir en cas de crise soudaine en Corée du Nord. Le problème était politique et diplomatique. La République de Corée n'est pas Israël et ne peut pas faire la guerre à sa guise.
Avec autant de détermination et de courage, la Corée du Nord aurait déjà été détruite lors de la crise nucléaire de 1994 ou des incidents du Cheonan et de Yeonpyong en 2010. Mais ce ne fut pas le cas. Il faut en réalité une décision majeure pour faire la guerre. La guerre n'est pas un jeu d'enfant. Et ce n'est pas parce qu'on fait la guerre qu'on en tire uniquement des bénéfices. Les conséquences qui en découlent sont très graves, donc il vaut mieux éviter la guerre autant que possible. La question diplomatique est primordiale. Ignorer l'avis des États-Unis et avancer au nord mènerait à une défaite écrasante. Il ne s'agit plus de combattre l'armée nord-coréenne, mais l'armée chinoise. De plus, l'armée sud-coréenne ne peut mener une guerre sans l'aide américaine. En avançant vers le nord, il faut proclamer la mobilisation générale et la conscription, car les pertes et profits étaient trop importants. Puisqu'on emmenait la majorité de la population active de la République de Corée sur le champ de bataille, il était naturel que l'économie soit paralysée. Dès que la guerre contre la Chine a été évoquée, l'opposition et de nombreux groupes civils s'y sont opposés. Mais l'opinion publique était trop puissante. Plus de 60% de la population voulait la guerre contre la Chine. Ainsi, le problème politique se résolvait naturellement. Même certains politiciens de l'opposition affirmaient que la péninsule coréenne était notre territoire. Il fallait convaincre les États-Unis, mais ils paraissaient très inquiets d'une telle guerre. Bien que Donald Trump visait principalement la Chine, sa stratégie était d'exercer une forte pression et de gagner la guerre commerciale, non de triompher militairement. Lors d'une interview sur le podcast de Lex Fridman en septembre 2024, Donald Trump a évoqué un risque élevé de Troisième Guerre mondiale et affirmé avoir trouvé un moyen d'éviter une guerre avec la Chine au XXIe siècle. En d'autres termes, une guerre totale entre la Chine et les États-Unis, deux puissances nucléaires, risquerait d'entraîner une guerre nucléaire. Il ne voulait donc pas la mener. Cependant, la détermination de la Corée était plus ferme que prévu. La Corée et les États-Unis ont souvent eu des débats houleux lors de réunions secrètes sur la manière de poursuivre la guerre. Finalement, comme les opinions des deux parties ont été trop différentes, aucune conclusion n'a pu être trouvée. La Corée, ayant déjà augmenté ses dépenses de défense selon les demandes américaines, se plaignait de ne pas recevoir l'autorisation. De quoi être en colère. La péninsule coréenne appartenait à la Corée. Tandis que ces débats stériles continuaient, l'armée chinoise progressait rapidement vers Pyongyang. L'armée sud-coréenne a déclaré le DEFCON 3 à toutes ses troupes par précaution. Finalement, le commandement opérationnel a été transféré au commandement futur combiné Corée-États-Unis, et toutes les permissions de sortie à l'échelle nationale ont été interdites. Tous les équipements de la base ont été triés pour évacuation, stockage ou destruction, et les soldats sont restés prêts à quitter leur garnison à tout moment. Depuis la fondation de la République de Corée, le niveau d'alerte n'a été élevé au niveau 2 que 3 fois. Il s'agit de l'incident de la hache de Panmunjom, 1976, de la situation du 16 décembre 1979 à Séoul, et de l'attentat au mausolée d'Aung San, 1983. Un autre événement s'est produit. Aujourd'hui, l'intervention massive de l'armée chinoise plonge la péninsule coréenne dans une grande obscurité. C'était une histoire d'actualité. C'était une histoire d'actualité. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous avoir regardés. Regardez.